Merci à tous d'être venus aussi nombreux. On va du coup parler de gros volumes de données avec PHP. Je travaille principalement à Jolly Code et Redirection.io, qui est une sous-boîte de Jolly Code. Et surtout, pour Jolly Code, en fait, j'ai travaillé en agence, j'ai fait beaucoup de projets. Donc vous allez voir, on va faire un retour d'expérience sur pas mal de choses que j'ai vues au cours de mes projets sur comment gérer des gros volumes de données. Déjà, on va commencer par définir qu'est-ce qu'un gros volume de données. Donc, est-ce qu'on parle, on va parler d'un giga peut-être, on va parler plutôt de 10, 1000 teraoctets, ou peut-être carrément 5 pétaoctets. Je ne sais pas si, peut-être pas mal d'entre vous, ou peut-être pas grand monde, je ne sais pas, ont déjà vu cette image. C'est l'image d'un trou noir qui a été faite il y a à peu près 2 ans. Je me souviens bien. Faut savoir que cette image a représenté 5 pétaoctets de données, donc soit une demi-tonne de disques durs, qui ont été faits dans 7 radiotélescopes différents mondes. Et je vous laisse imaginer comment est-ce qu'on va transférer ces données entre les radiotélescopes vers le centre d'analyse. On n'a pas pu faire ça par Internet. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a transféré tous les disques par avion. C'était la meilleure solution avec la meilleure bande passante. Et en fait, ça introduit bien le sujet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution magique quand on gère des gros volumes de données. Vous n'avez pas à utiliser un outil en particulier, une méthode spécifique. C'est vraiment, à la base, c'est déjà bien comprendre votre besoin, bien comprendre la finalité de ce que vous voulez faire. Les cas qu'on va rencontrer, en tout cas pour nous, on va pas, malheureusement, je ne travaille pas dans un radiotélescope, mais les cas qu'on rencontre nous en tant que développeurs web, c'est principalement, on va avoir de l'export de données. Donc, ça va être un bouton dans votre back-office pour dire « je veux exporter toutes mes données ». Ça va être de l'import de données, donc des clients qui vous envoient ou qui vous posent peut-être encore des fichiers sur FTP, des gros CSV. Des traitements de flux. Alors, peut-être on va moins voir ça, mais par exemple, peut-être des gens qui font du traitement vidéo, traitement audio, ce genre de choses. Dans ce genre de cas, on a des gros volumes de données à gérer. Ou même carrément des migrations. Par exemple, on va refaire toute notre application, on va migrer l'application d'un état A à un état B, et on doit gérer un gros volume de données existant vers le nouveau schéma de données. Comme je vous ai dit, ça va être un retour d'expérience, donc on va voir un peu tous ces cas. Donc, pour un peu résumer, je vais vous montrer un import de produit sur une marketplace, donc une solution e-commerce. Donc, comment on a géré ce cas. Ensuite, je vais vous montrer comment on a fait un export de données. Donc, ça, c'est dans l'outil Redirection.io sur lequel je travaille actuellement. On va encore reparler de Redirection.io en montrant un peu de la gestion de flux de données. Et en dernier, on va aussi parler d'user experience, parce que c'est quelque chose qu'on ne parle pas forcément souvent quand on gère des gros volumes de données. C'est quelque chose qui est assez important. Donc, le premier cas qu'on va voir, import de produit dans une marketplace. Bon, déjà, comme je vous ai dit au début, on va essayer de bien définir le besoin. On a des vendeurs. Donc, vous êtes une marketplace, c'est-à-dire que vous avez plusieurs vendeurs possibles. Vous n'avez pas qu'un seul vendeur, vous avez vous avez des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de vendeurs. Et vous avez des références produits. Il faut savoir qu'un produit vendu par un vendeur n'aura pas le même prix qu'un autre produit vendu par un autre vendeur. Donc, vos données, c'est la multiplication des deux. C'est-à-dire, on a beaucoup d'offres. Les offres, en gros, c'est le fait d'avoir un produit pour un vendeur. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, on propose aux vendeurs d'importer du coup leurs offres, d'importer leurs produits, sous des fichiers CSV, un truc assez classique. Savoir c'est un cas qui remonte à 2011, hein, donc c'est assez vieux, il y aura peut-être des choses très basiques, même si j'ai plus le code, je vais montrer un peu des petits exemples de ce qu'on avait. Des fichiers CSV, il y avait une sorte de worker message queue. C'était pas du RabbitMQ, c'était du full PHP, je préviens, mais on va pas parler de ça. C'est pas le but. Il y avait soit un mode différentiel, c'est-à-dire que le vendeur il va importer un fichier en disant ça j'ajoute, ça je supprime, ça je modifie.
ou carrément mode totalité du catalogue. Alors, les vendeurs, des fois, ils ont 2 millions de produits, ils ont un produit à modifier. Est-ce qu'ils vont envoyer un différentiel? Non. Ils envoient tout le temps tout leur catalogue. En fait, dans la réalité des faits, ils ne s'embêtent pas, ils envoient tout leur catalogue tout le temps. Ce qui se passe, c'est que c'est un peu compliqué à gérer. Surtout que quand on importe ce fichier, on a plusieurs étapes. On a de la validation, on valide les données qui sont envoyées, forcément. On ne doit jamais faire confiance aux données utilisateurs. On vérifie l'existant, donc ce qui existe chez nous, donc si on doit ajouter, supprimer, si le produit existe ou pas, pour savoir justement voilà, ces trois lignes. C'est simple, mais c'est assez long à faire. Ce qui s'est passé, c'est que quand on a commencé à se dire qu'on va devoir retravailler ça, on avait à ce moment-là 2 semaines de retard de traitement entre le moment où le fichier était envoyé et le fichier était traité. Ça commençait à être un peu compliqué. Les vendeurs ne voyaient pas trop que leur prix n'était pas trop modifié, mais bon, on arrivait à dire « vous inquiétez pas, ça va être modifié ». C'était pas très simple. Qu'est-ce qui est lent dans ces 3 étapes qu'on a vues avant? Est-ce que c'est la validation? Est-ce que ça va être la vérification de l'existant? Est-ce que c'est remplacer, ajouter ou supprimer? Non, en fait, ce qui est lent, c'est aucun des 3. En fait, ce sont les 99% de lignes qui sont inutiles que le vendeur nous envoie. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que comme tout le monde nous envoie leur catalogue et qu'à chaque fois, c'est juste pour modifier une ligne dans tous leurs produits, on va supprimer le superflu. On va en gros faire un système qu'on appelle on va faire un différentiel entre ce qu'on a nous, ce qu'ils nous envoie et traiter que ce qui a besoin de traiter. Enfin, même éviter de traiter ce qu'on n'a pas besoin de traiter. Comment est-ce qu'on va faire un système comme ça de manière efficace, surtout qu'on n'a pas envie d'ajouter de nouveaux services, de créer de produits, on veut rester dans une stack existante, on n'a pas trop envie de s'embêter. On va comparer ce qui change. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà calculer un hash. Ça, c'est assez classique. On va voir pour chaque ligne que la personne va nous envoyer, on va calculer un hash qui permet de différencier quand ça change. Qu'est-ce qu'on utilise de données pour le hash? Au lieu de commencer à traiter la ligne carrément en parsant la ligne CSV, en fait, on prend carrément toute la ligne CSV direct, sans même la traiter. Ça reste simple. La personne ne va jamais s'amuser à changer son fichier CSV à chaque fois. Il va souvent réutiliser le même fichier CSV, il va peut-être modifier une ou deux lignes, mais les autres lignes ne vont jamais bouger. Donc en fait, quand on utilise toute la ligne, directement, notre hash est plus ou moins sûr. Et bon, il y a une petite différence, mais ce n'est pas très très grave. Donc ça reste un code assez basique. On va ouvrir le fichier, on a un tableau, on récupère ligne par ligne, on fait du CRC32, je sais pas, ça suffit pour de la collision. On enregistre tout ça dans un tableau et on ferme le fichier. Maintenant, une fois qu'on a tous ces hash, on va devoir effectuer le différentiel. Donc, comment est-ce qu'on récupère tous les hash existants, c'est-à-dire le différentiel, c'est-à-dire qu'il faut qu'on récupère ce qui est en base de données et qu'on compare au fichier qu'on est en train de traiter. Donc, on va récupérer le différentiel en SQL, surtout parce qu'on ne va pas tout récupérer en PHP. En fait, on va plutôt utiliser directement SQL. Donc, on va importer tous nos hash dans SQL et on va comparer tout ça dans SQL. Et ce qu'on fait avec une requête where, en fait, ça ne marche pas très bien. C'est assez lent, surtout sur 2 millions de lignes. Je vous déconseille de faire ça avec 2 millions de hash dans une requête SQL. Bon, déjà, vous allez avoir une erreur parce que le protocole ne va pas accepter que la requête soit trop grande. Vous aurez d'autres problèmes de volume de données. Comment est-ce qu'on peut faire un différentiel efficace en SQL? On va créer une table temporaire. On va insérer tous les hash dans la table. Et on va utiliser le pouvoir de l'ajoncture. C'est assez simple, à quelques exceptions près. Déjà, créer une table temporaire, ça va, pas très compliqué. Alors, il y a des petits... là, c'est en MySQL. Pour le coup, à l'époque, c'était en MySQL. Selon le moteur, voilà, il y a des petites différences. Mais en gros, on utilise un moteur qui est en mémoire. Ça évite de créer un fichier sur le disque. Si vous avez assez d'espace mémoire, si vous n'avez pas assez d'espace mémoire, qu'on crée sur le disque. Ensuite, on va insérer tous les hash dans la table. Donc, on fait un insert. En fait, non, on ne fait pas un insert. Même dans ce cas-là, insérer 2 millions de lignes avec ça, ça reste lent. Ça reste quand même pas si lent que ça, mais c'était trop lent pour notre cas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va
Du coup, on va créer un fichier qui contient tous les hash qu'on vient de gérer. Donc, on reprend le tableau de hash, on ouvre un fichier, on écrit dans ce fichier en CSV, et ensuite, attention, c'est très particulier à MySQL, on va faire ce qu'on appelle du low data local in file. C'est une requête qui est spécifique à MySQL. Je crois qu'il y a des possibilités en Postgres. Ce qui permet en fait de prendre le fichier CSV et de l'injecter directement dans toute la table. Même pas besoin que le fichier soit côté serveur MySQL. C'est-à-dire que le serveur MySQL est à un autre endroit, juste le fichier était présent local et c'est le client en fait qui va l'envoyer de manière un peu automatique. Il y a des petites options, des petits paramètres à rajouter. Je ne vous ai pas mis toutes les possibilités, mais si vous regardez un peu la requête, vous allez voir un peu comment ça marche. Je crois qu'il y a aussi des possibilités en Postgres, mais je ne les connais pas assez pour m'avancer dessus. Donc on fait ça, et ça c'est extrêmement rapide. C'est-à-dire que les 2 millions de lignes, ça prend 1 à 2 secondes, à peu près, à exécuter cette requête. Maintenant, on va devoir faire le différentiel dans SQL. Donc, on a en vert, on a notre fichier. En rouge, on a notre BDD. En vert, on a notre fichier. Et ici, on a le similaire. Le similaire, en fait, c'est tout ce qu'on va ignorer. C'est pareil en BDD, c'est pareil dans notre fichier. On n'a pas besoin de le traiter. Donc, en fait, on veut juste l'ignorer et pas le traiter. Donc, c'est-à-dire que en vert, on a les lignes à modifier ou à ajouter. Voilà. Là, pour ça, on va faire la première requête. Donc, c'est simplement, c'est une jointure, comme je vous dis, on utilise le pouvoir de la jointure. Donc, on va sélectionner les lignes, les hash et les refs depuis cette table temporaire, en la joinant sur les offres et en regardant si le hash est le même. Et si c'est pas le même, dans ces cas-là, on récupère le résultat. Ensuite, on va faire la même chose, mais de l'autre côté. En BDD. Du coup, même principe. Là, pour le coup, on va récupérer... c'est la même requête, sauf que c'est un write au lieu d'un left. Voilà, tout simplement. Et au lieu de se faire 2 requêtes, on peut carrément faire une seule requête avec un union. Et comme ça, on a une seule requête, on est content. S'il y a beaucoup de résultats, ça peut poser d'autres soucis. Mais comme généralement, on n'avait qu'une ou 2 lignes qui étaient modifiées, en fait, la requête, le résultat était assez rapide à traiter. Il faut savoir que vraiment, les moteurs de base de données sont optimisés pour faire des jointures. Donc, c'est vraiment, il ne faut pas hésiter à en abuser. Ensuite, on va faire le différentiel en PHP. Donc, tout simplement, on va de nouveau récupérer notre fichier. Là, on va vraiment le traiter. Donc, on peut utiliser des choses un peu plus récentes pour traiter un fichier CSV au lieu de simplement faire ligne par ligne comme on a fait avant. On récupère du coup chaque ligne et ensuite on va regarder si c'est soit dans soit dans le différentiel du fichier ou soit dans le différentiel avec la base de données. Pour savoir si on doit l'ajouter, le supprimer, etc. d'un côté. Donc, en gros, on répartit un peu les lignes dans qu'est-ce qu'il faut que je supprime, j'ajoute ou je modifie. En sachant que déjà à cette étape-là, on n'a déjà plus les lignes qui sont similaires. Donc normalement, ça reste assez rapide. Le résultat de tout ça, c'est que, en fait, on a réduit notre volume de données à 99%, voire beaucoup plus. On fait un différentiel qui est super efficace et on a réussi à rattraper les 2 semaines de retard en un jour. Et c'est, en fait, on n'a rien changé aux autres étapes. C'est-à-dire qu'on avait déjà le script pour faire le différentiel. Donc, en fait, avec ce premier script-là, en fait, on repassait ces étapes, ce différentiel-là au mode différentiel qu'on avait avant. Et du coup, on n'avait pas de modification sur l'existant. À retenir, il faut toujours essayer de réduire votre volume de données. En fait, ça paraît bête, mais c'est quelque chose qu'il faut toujours penser, c'est qu'on a un gros volume de données, c'est voir déjà si on peut le réduire. Parce que c'est plus simple à traiter un petit volume qu'un gros volume. Utilisez aussi davantage de moteurs SQL pour ce genre de cas. Ça peut vraiment vous sauver la vie et vous sauver de nombreuses minutes, de nombreux jours de traitement. Et c'est tout. L'export de données maintenant, deuxième cas. Donc là, on est dans redirection.io, qui est un produit sur lequel je travaille actuellement. Donc là, on va voir un côté d'export de données pour, en tout cas, c'est pour une API. C'est-à-dire qu'on a un appel API qui renvoie beaucoup de données. Présenter un peu ce qu'est redirection.io. Comme toujours, on essaie de comprendre le besoin avant de gérer notre cas. Donc c'est un outil qui permet de corriger des erreurs SEO. C'est du SaaS.
Donc, il y a une application qui permet de créer des règles de SEO. On a des binaires chez nos agents, chez nos clients. Donc, c'est soit un agent qui permet de synchroniser cette donnée qu'on a sur notre application, donc qui va récupérer ces règles, et ensuite, on va avoir un proxy web qui va communiquer avec l'agent pour savoir qu'est-ce qu'il doit exécuter comme règle. Je repars sur l'agent, c'est là que va se construire notre problématique. Donc c'est un binaire qui est écrit en Rust, c'est pas l'important, mais du coup il va se synchroniser avec notre application pour récupérer les règles, qui peuvent être assez conséquentes. C'est-à-dire qu'on peut avoir des clients qui ont 10 règles, d'autres qui en ont 1000, et d'autres qui en ont 1 million. Et on autorise à aller jusqu'à 2 millions, voire plus si on nous contacte pour plus. Ça fait, pour un appel API, renvoyer 1 million de lignes, c'est beaucoup. Alors, on pourrait utiliser la pagination, tout genre de principe, mais en fait, c'est pas vraiment souhaitable ou du cache, parce que en fait, la donnée change beaucoup. La pagination, ça ferait juste plusieurs requêtes, donc au final, on réduit pas le temps. Du coup, on veut vraiment tout envoyer de manière le plus rapidement possible, parce qu'on veut tout synchroniser, forcément. Et il faut savoir que cet appel-là, il est fait toutes les 20 secondes. Donc, à chaque fois qu'un client va modifier une règle dans notre produit, il va y avoir un worker on va envoyer un message à un worker qui va dire « Ok, maintenant, on va créer un JSON avec toutes ces règles, comme ça, dans l'appel API, on a un endpoint qui va lire ce JSON dans Redis et qui va l'envoyer. » Donc, c'est dans du Redis parce qu'il y a plusieurs serveurs, il faut que ce soit partagé, etc. Le problème, c'est qu'on a de la mémoire et on n'a pas forcément une mémoire illimitée. C'est-à-dire qu'on va avoir un client qui va arriver avec 500 000 règles. Et là, on a eu une première erreur. Ça, vous avez certainement dû l'avoir à certains moments. Donc, vous avez dépassé votre taille mémoire. C'est pas un problème, on augmente la mémoire. On a un client qui arrive avec 1 million de règles. De nouveau l'erreur. Et là, on commence à être embêté, parce que même si le fichier, c'est dans du Redis, ça reste un fichier texte qui peut faire peut-être 300, 400 mégaoctets, parce qu'il y a beaucoup de... Même si 1 million, c'est pas tant que ça au final, il y a quand même beaucoup de sous-données, donc ça faisait à peu près 300 ou 400 mégaoctets, et comme, si vous avez vu la conf peut-être à midi 40, midi 20, je sais plus, sur la mémoire, le cycle de vie d'une variable, peut-être que des fois on va un tout petit peu dupliquer, et peut-être qu'on va avoir 2 fois cette taille, entre le moment où on l'a sous forme de tableau en PHP, puis sous forme de JSON, en fait, on se retrouve à avoir 2 fois cette taille-là. Donc, du coup, très vite, on explose la mémoire. Comme je disais, on pourrait faire de la pagination, mais diviser en plusieurs fichiers, voir s'il y a eu... Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a des changements au même moment qu'on est en train de diviser en plusieurs fichiers? Ça pose plein de problématiques, ça complexifie énormément le code. Et en fait, on a commencé à mettre en place ce système-là, mais ça commençait vraiment à trop complexifier le code. Déjà qu'on avait des workers, qu'on avait du Redis, qu'on avait juste pour envoyer des règles assez simples, ça devenait un peu compliqué. Donc, on a voulu refactorer ça. On s'est dit, pourquoi on utilise un worker? Pourquoi on n'envoie pas directement tout ce qu'on a en base de données de manière assez simple? À cause de la mémoire, mais on va pouvoir le corriger, ce problème-là. Donc, on va enlever les workers, on enlève le cache, c'est-à-dire plus le Redis, et on va tout traiter directement côté serveur web. Comment est-ce qu'on fait? Déjà, récupérer les données depuis MySQL, c'est aussi du MySQL, donc c'est assez particulier, mais il y a des solutions là pour d'autres moteurs. Donc, on va récupérer les données depuis MySQL, donc on va faire une requête pour sélectionner nos 1 million de lignes. Et comment est-ce qu'on fait? Parce que quand vous faites sélectionner 1 million de lignes en PHP avec du Doctrine, par exemple, là c'est du Doctrine, ou même avec le moteur de base de PDO ou un autre outil, il y a un buffer dans votre client MySQL, ce qui fait que ces 1 million de lignes sont forcément en mémoire. Du coup, on va désactiver le buffer. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible en PDO, donc c'est l'attribut MySQL attr use buffered query. En le définissant un faux, ça ne va plus mettre ce résultat de MySQL dans votre mémoire. Ça va le lire au fur et à mesure que vous consommez la requête. Et du coup, là, c'est du Doctrine, parce qu'on est dans un projet Symfony, et donc on crée une requête classiquement, et on récupère toutes nos règles. Si vous faites du Doctrine, petite spécificité, on hydrate
en mode tableau. C'est la manière simple qu'on a trouvée pour pas que ce soit mis en mémoire côté Entity Manager. Et du coup, on n'a pas de problème de mémoire dans Doctrine non plus. Je reviens sur le buffer add query. Pour ne pas bufferiser les résultats, donc, comme je vous expliquais avant, le problème que ça pose, c'est que ça peut faire des locks, ça fait un lock en écriture sur votre table sur laquelle vous êtes en train de sélectionner. Notre avantage, c'est que la table sur laquelle on lit n'est pas une table qui est beaucoup écrite. C'est-à-dire qu'en fait, quand un client va modifier une donnée, en fait, elle n'est pas modifiée dans cette table. Il y a un système de versionning, en fait, et cette table, c'est la version à plat de nos règles, enfin, de notre système de versionning. Donc, au final, cette table, elle est, on peut la loquer pendant quelques secondes en écriture, ça ne pose pas de problème. Mais c'est à retenir si jamais vous l'utilisez pour ne pas tout casser. C'est uniquement MySQL. Mais vous avez ça aussi qui existe, je ne l'ai jamais utilisé, donc c'est quelque chose que j'ai vu, que j'ai un tout petit peu testé, ça avait l'air de marcher, mais qu'il faut tester plus sérieusement si jamais ça vous intéresse. Et donc c'est un attribut aussi PDO qui permet de faire ça pour les autres moteurs de base de données. Il ne marche pas en MySQL celui-là, pour MySQL il faut utiliser celui qui est tout en haut, mais il marche apparemment pour au moins PostgreSQL. Une fois qu'on a du coup toutes ces données qui sont récupérées, on a fait la fonction qui permet de récupérer. En fait, du coup, on a, si je reviens juste un tout petit peu avant, hop, on a fait un yield from cette requête. Donc en fait, on a un itérateur plus ou moins. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais on a un itérateur, ce qui fait que le code n'est pas, la requête n'est pas vraiment consommée à ce moment-là. On a juste à ce moment-là un pointeur vers notre requête SQL, enfin vers notre résultat SQL qui est juste en attente. Et à ce moment-là, on va pouvoir, là c'est dans du Symfony, donc on va envoyer, Symfony nous met à disposition du coup une réponse qui permet d'envoyer un résultat au fur et à mesure. Donc on appelle le repository qui est ici, et en fait ça c'est la méthode, ça appelle la méthode qu'on a vue juste avant avec l'itérateur. Du coup on boucle dessus. Et en fait, au début, on écrit le fichier JSON un peu à la main et on encode ligne par ligne. Parce que si on encodait forcément tout le résultat d'un coup, on aurait de nouveaux problèmes de mémoire. Une fois qu'on a ça, PHP va envoyer ça en mode flux, en mode check-in encoding sur du HTTP. Et on n'aura plus de problème de mémoire. Le résultat, c'est typiquement, là c'est un appel curl d'exemple. Donc, on a à peu près, je crois, c'est 500 000 lignes, ce fichier. Donc, il fait 100 mégas. Et entre le moment où on l'a envoyé, on l'a récupéré, ça a mis 14 secondes pour récupérer ces 100 mégas. Et ça n'a pas utilisé plus de mémoire qu'un appel classique dans notre application. Donc, c'est vraiment très, très efficace. Surtout, ce qu'on appelle le time to first byte. Donc le moment où on commence à récupérer le premier résultat et entre le moment où on a envoyé la requête et on récupère le premier résultat, il est très court parce qu'en fait on n'a pas à attendre que tout soit chargé côté mémoire, que ce soit encodé, etc. On envoie dès que c'est disponible. On a entre 7 et 8 mégasecondes et surtout comme c'est en mode flux, on peut traiter côté client au fur et à mesure qu'on reçoit le résultat. Donc c'est-à-dire que de manière très rapide, en fait, on peut commencer à synchroniser la donnée sur l'API, sur le client qui va récupérer ces résultats. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous faites des exports de données, souvent, ce que vous allez avoir, c'est des problèmes de mémoire. C'est ce qui vous arrive dans la plupart des cas. Qu'il faut pas mal utiliser des itérateurs, donc que ce soit en utilisant des requêtes spéciales côté SQL, que ce soit en utilisant les générateurs côté PHP, ou d'autres techniques selon ce que vous utilisez, pour traiter en flux vos données et éviter des problèmes de mémoire. On essaye d'appliquer aussi ce qu'on appelle le principe de zéro copie. Alors ça, c'est un peu, ça se voit surtout dans d'autres langages, mais en gros, le principe, c'est vraiment d'éviter de cloner la donnée à chaque fois et de la recopier dans tous les sens et de la modifier. C'est vraiment réutiliser la même donnée au fur et à mesure et de la modifier, sans la copier de nouveau en mémoire. Et aussi, je ne l'ai pas forcément montré, enfin je l'ai montré quand on a fait un JSON encode à la main, on n'a pas utilisé de serializer spécifique, de librairie ou d'autres choses. Il faut essayer de rester assez bas niveau, mais tout en essayant d'éviter, c'est un juste milieu à trouver. Maintenant, on va voir aussi des traitements de données en flux. Donc, de nouveau, c'est sur redirection IO.
Je repars du coup sur l'agent. En plus de récupérer, de synchroniser les données, il récupère du coup les données de notre application. Il va aussi envoyer tous les logs web qui vont être générés par le proxy. Donc, c'est des logs HTTP, donc des 200, des 400, avec des headers, etc. On reçoit à peu près plus de 200 millions de lignes de logs par jour, voire peut-être 300 millions bientôt. Et ces logs, on doit les traiter. Donc, pour les traiter, forcément, on a des workers PHP. On a un endpoint API qui va prendre ces logs et qui va juste les mettre dans une message queue. Sauf que quand on fait ça en PHP, ben, rien que pour juste prendre cette donnée-là, on va bootstrapper PHP, votre framework, dans notre cas Symfony, et rien que ça, c'est assez coûteux. Donc, imaginez vous recevoir 200 millions de lignes de log par jour pour juste mettre dans une message queue et faire ça en utilisant Symfony, c'est pas quelque chose qui est efficace. Surtout que c'est quelque chose qui est assez simple. Donc, on a fait un choix, c'est qu'on a fait ça en microservice en Go. Parce que en fait, ça prend simplement la requête HTTP qu'on reçoit et on la met dans la message queue. Ça fait que ça. Ça fait que ça fait 100 lignes de code, pas plus. C'est un service qui prend à peu près 2% de charge CPU juste pour ces 200 millions de lignes de log, et c'est hyper efficace. Et en fait, ce qu'il faut retenir surtout là-dedans, c'est que parfois PHP n'est pas forcément la meilleure solution pour des traitements comme ça. Quand vous avez des cas ultra spécifiques, ben, il ne faut pas hésiter à utiliser un autre langage. Voilà. Mais toujours ce choix de langage, je répète toujours ça quand on dévie un peu de PHP ou on veut utiliser d'autres langages, toujours faire ça en accord avec les développeurs qui travaillent sur le projet pour prendre un langage qui soit à la fois respecte le besoin fonctionnel, mais aussi qui respecte les envies des développeurs et ce qu'ils connaissent aussi, pour pas non plus faire n'importe quoi. Vous avez beau avoir le meilleur langage du monde, si vos développeurs ne le connaissent pas, ils feront n'importe quoi avec. Dernier point qu'on va voir, on va parler d'user experience, toujours sur redirection IO. Je ne sais pas si vous connaissez. Là, je vais vous montrer, du coup, c'est un import de fichier. Du coup, on permet d'importer un fichier. Automatiquement, on peut paramétrer tout ce qu'on fait, c'est-à-dire changer l'encodage, comment est le séparateur CSV. On peut choisir quelle colonne, à quoi correspond telle colonne comme donnée, etc. En fait, on essaie de donner le maximum de pouvoir à l'utilisateur. Suite à ça, on va pouvoir lui permettre d'ignorer les erreurs quand il importe. Et surtout, donner un feedback automatique de ce qui est importé. Puis, de récupérer les erreurs qu'il a eues en important son fichier. Que je reviens. Donc, du coup, donner du pouvoir à l'utilisateur. Quand vous importez, quand vous avez un gros volume de données à gérer par vos clients, parce que là, c'est plus vous qui le traitez, c'est vos clients qui vont le traiter, il faut donner du pouvoir à vos clients. Il faut qu'ils puissent manipuler de manière facile ce gros volume. Et pas simplement, on dépose un fichier et puis on attend que ça se passe. Parce que plus vous allez donner le pouvoir, plus vous leur donnez les outils, moins vous aurez de travail à faire. En faisant nous ce travail-là, en fait, ça nous permet surtout d'éviter plein d'erreurs et d'éviter de gérer des cas particuliers parce que la personne inverse des colonnes, tout ce genre de choses. Ce que ça nous permet aussi de faire ça, c'est que là, on a importé un CSV, mais en fait, quand on envoie la donnée, on envoie un JSON. Donc, un CSV, c'est pas forcément pratique à traiter. Un JSON, c'est assez pratique. Et du coup, en faisant l'import et le traitement de ce CSV et la transformation en JSON côté navigateur, on gagne aussi beaucoup de temps dans tout ce traitement-là. L'autre point à voir, c'est qu'il faut avoir un feedback immédiat. C'est très important. C'est une progress bar, en gros, généralement. C'est qu'on importe le fichier, on a une barre de progression pour dire où est-ce qu'on en est dans le traitement du fichier. Et le dernier point, c'est que vous allez toujours avoir des données qui vont être en erreur dans votre fichier. Et si vous envoyez un fichier, que vous êtes un client, vous envoyez un fichier qui est assez conséquent, vous avez une petite connexion, et que derrière on vous dit bah non, le traitement n'a pas marché, il y a eu une erreur à telle ligne, il faut que tu me renvoies tout ton fichier, bah, ça va un peu être compliqué, parce que surtout s'il ne comprend pas trop l'erreur, bah, il va essayer quelque chose, il va le renvoyer, ça ne va pas marcher, et ça va être très très long et très pénible pour votre utilisateur. Donc, ce qu'il faut essayer de permettre de faire, c'est « Ok, on a accepté tes données qui étaient correctes, tes données qui n'étaient pas correctes,
on te les a mis dans un nouveau fichier CSV qu'on te renvoie. Et maintenant, tu peux essayer de les corriger et de nous le renvoyer juste ce fichier qui était en erreur. Et du coup, voir si maintenant ça marche mieux. Et comme ça, on va pouvoir itérer au fur et à mesure sur tous ces problèmes-là. Deuxième cas du X, là, on est sur un export de données. Donc, tout simplement, on a, c'est des logs, on a 50 millions de lignes de log, c'est un client qui a 50 millions de lignes de log. On a un bouton, alors on ne voit pas forcément, qui est là, qui, quand on clique dessus, ça exporte tous les logs en CSV, classique. Donc, la façon de faire classique que j'ai souvent vue dans beaucoup de projets pour exporter des données, c'est on va cliquer sur un bouton, on va attendre un mail. On va se faire un café parce que le mail va mettre un certain temps à venir. On va oublier qu'on a demandé un export. On va voir le mail 3 jours plus tard. Sauf qu'entre-temps, le serveur a dit ça fait plus de 1 jour que le fichier est là, je l'ai supprimé, il n'est plus disponible. Et on revient à l'étape 1. Et c'est assez pénible aussi, côté utilisateur, de devoir attendre un mail. Nous, ce qu'on a envie comme UX, c'est je veux cliquer sur un bouton et je veux télécharger le fichier. Il n'y a pas plus simple et c'est très bien comme ça. Comment est-ce qu'on met ça en place dans PHP? Parce que PHP, en fait, il n'est pas très adapté à ça. Parce qu'à chaque fois que quand vous téléchargez un gros fichier, vous avez un gros export de données, alors on a vu avant qu'on pouvait s'affranchir des problèmes de mémoire, mais c'était dans un cas où c'était une API. Et qu'au final, on reste quand même dans des temps qui sont entre 0 et entre 1 seconde et 15 secondes dans les pires des cas. On a des cas d'export de données, les 50 millions de lignes de log, ça peut prendre quelques minutes à être géré, plus il faut partir du principe que votre client n'a pas forcément de la fibre optique, de la DSL ou ce genre de choses. Il a peut-être un modem 56K qui traîne quelque part, et du coup, il va mettre 3 jours à télécharger le fichier. Si vous gardez votre process FPM ou autre serveur web pendant 3 jours en PHP, et que tous vos clients ont ce problème-là, vous allez vite tuer votre serveur web. Comment est-ce qu'on a résolu ce problème-là? Du coup, pour avoir la bonne UX qui permet de dire je clique sur le bouton, je télécharge le fichier. Donc, le principe, c'est le client clique sur un bouton, on envoie un lien de téléchargement avec un identifiant unique, et ce lien de téléchargement, et en même temps, on va aussi envoyer un message pour créer le fichier Worker. Ça, c'est assez classique, parce que d'ailleurs, on pourrait envoyer un mail, etc. Le lien va de nouveau nous renvoyer vers un serveur web en Go. C'est de nouveau, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un petit microservice qui a quelque chose de très spécifique. Il va juste communiquer avec le worker qui est toujours en PHP, ce qui fait que vous gardez tout votre logique métier en PHP. Vous n'avez pas besoin de la réécrire en Go, etc. C'est juste vraiment le worker Go, le service Go, il est juste là pour communiquer avec ce worker-là et pour pouvoir récupérer la donnée au fur et à mesure qu'elle est créée par le worker. Et ce qui va lui permettre, en récupérant cette donnée depuis le worker en temps réel, de l'envoyer directement au client. Alors, comment ça communique? En fait, c'est assez simple. On écrit un fichier sur le disque et le worker, il va lire le fichier sur le disque. Et l'avantage, en plus d'écrire un fichier sur le disque, c'est que si jamais votre client va relancer sa requête, en fait, le fichier il y aura déjà une partie qui sera écrite, du coup, on n'aura plus qu'à revenir au début du fichier et à retraiter tout ce qui a déjà été écrit, sans devoir retraiter le fichier. Du coup, ça donne ça, parce que le temps que le temps que le message soit envoyé, que le worker Go arrive à voir que que le service Go arrive à voir que le worker PHP a démarré et qu'il faut commencer, il affiche une petite page d'attente pour dire OK, le fichier est en train d'être généré. Dès qu'il est disponible, on commence le téléchargement. Et du coup, dès que ça commence à traiter la donnée, ça fait le téléchargement classique. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que, déjà, comme je l'ai dit au début, l'interface compte autant que le traitement, surtout sur des gros volumes de données. C'est vraiment important de bien penser à l'expérience utilisateur. Il ne faut pas hésiter à utiliser le navigateur pour faire un certain travail. Ça permet de délester vos serveurs et de faire du scaling automatiquement, parce que si vous avez chaque client va faire son propre traitement. Aussi de déléguer la connexion à notre service dans le cas de PHP, quand
on essaie de faire ça quand on voit qu'on a des connexions qui sont trop longues sur PHP, on va la déléguer à un autre service. Donc, pour le cas du téléchargement, c'était un service Go, mais ça peut être d'autres langages selon ce que vous préférez. Et c'était tout. Merci. Ok, il y a 5 minutes pour des questions si jamais vous avez envie. Merci Joël pour la conf, c'était très intéressant. J'avais une question sur ton premier exemple avec redirection IO sur comment tu as géré la synchronisation avec l'agent. Comment tu gères les erreurs qui peuvent arriver en plein milieu du flux de synchronisation? Et quelle stratégie vous avez adoptée pour ça? Ça plante. Ok, super. Il y a pas de... Non, c'est des traitements qui sont assez simples. Il peut y avoir des soucis, mais c'est tracé. Et comme c'est souvent les mêmes appels, il n'y a pas de... On peut avoir des erreurs, mais elles restent assez à la marge pour qu'on ne s'en préoccupe pas. Deuxième question sur la partie UX pour télécharger un fichier. Tu parlais toi-même que tu avais des clients qui avaient 10, 100, 1 million de règles ou de données. Donc j'imagine qu'au moment d'exporter des logs, tu peux avoir le même genre de variation d'échelle. Oui. Est-ce que vous avez un cut-off pour essayer de passer par je t'envoie sur une page intermédiaire, et si c'est moins de 100 fichiers, je te le file tout de suite en direct? Alors sur les logs, je ne suis pas sûr, mais il me semble que sur d'autres exports, oui, on a des cut-offs. Mais oui, effectivement, on fait des cut-offs parce que des fois, ça évite d'avoir des pages, etc. C'est bien, mais au moins, il faut toujours prendre le pire cas, gérer le pire cas, et après, si on a le temps, si on fait le cut-off, c'est un peu mieux, mais on le fait sans ce cas. Bonjour, bonsoir. Dans les process d'import, export en termes de big data, en général, j'entends beaucoup parler de compression, décompression de la donnée. Ça peut être au niveau du traitement avant d'arriver même à zipper ou dézipper à la LZMA. Mais j'ai pas au niveau de comment vous gérez ce genre de process quand il faut quitter de l'interface utilisateur pour le serveur et autres. Vous gérez pas de compression de la donnée ou... Si, on a de la compression de données quand on envoie les logs, par exemple, je ne l'ai pas montré dans notre cas, mais quand on envoie les logs sont compressés avant d'être envoyés. Et ça aussi, il y a des techniques en PHP, je ne l'ai pas forcément montré, pas tout montré, mais il y a des techniques qui permettent de faire ça en mode flux. Après, c'est plus ou moins évident selon le type de compression. Les compressions classiques de type zlib, etc., ça va. Des compressions plus récentes, genre du Brotli, etc., ça peut être un peu plus compliqué à gérer en mode flux. Il n'y a pas forcément tout ce qu'il faut en PHP. On a le temps pour une dernière question au fond là-bas. Oui, bonjour, merci pour la conférence. J'ai une question par rapport au zéro copie. Zéro copie du coup et modifier les données. Quid de si on a besoin de garder un historique des données qui ont été modifiées, avec la modification, du coup, on n'a plus d'historique. Après, tu peux toujours renvoyer ta donnée quelque part. Peut-être un peu du mal. Bien que savoir comment vous gérez ça. Enfin, est-ce que vous faites une autre base pour gérer les... Pour faire, on a des tables avec des audits quand on a quand on a des soucis. Mais en fait, quand je disais de zéro copie, c'est juste quand on traite la donnée, on va essayer d'éviter quand on fait un traitement en PHP, par exemple, je dois mettre une chaîne en uppercase. Alors, en PHP, c'est un peu compliqué à faire, mais dans d'autres langages, c'est un principe qui existe beaucoup, c'est qu'on peut peut-être réutiliser la même chaîne directement au lieu de la recréer en mémoire. Et du coup, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la zéro copie, c'est éviter les allocations et les désallocations de mémoire. Et du coup, parce qu'en fait, les allocations et les allocations de mémoire, c'est quelque chose qui sont coûteux en termes de CPU. Et du coup, plus on évite les allocations et les allocations de mémoire, et plus on va gagner de performance sur le traitement. Merci beaucoup. Merci.